Nous souhaitions prendre le temps de revenir ensemble sur les derniers mois que nous avons vécus et les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette situation en présence de plusieurs acteurs de l'écosystème. On va être ce matin avec des fondateurs de startups, avec des VC, que sont les investisseurs dans les startups, et quelques présences de personnes de France Digital qui ont accompagné les startups au cours de ces derniers mois. Si on devait tirer un premier bilan de ces derniers mois, justement, je dirais que la France vient de vivre les plus grands moments de transformation numérique de son histoire. Les usages numériques qui ont été développés pendant cette période de confinement ont conforté la supériorité des solutions extra-européennes, mais souvent à dessein, tout simplement parce qu'elles avaient la capacité de répondre aux besoins de millions d'utilisateurs simultanés. Autre enseignement, je dirais que le confinement a mis en exergue le désarmement technologique de la France, et ce constat est valable à la fois pour la puissance publique et pour le secteur privé. Côté puissance publique, vous le savez peut-être, mais le Quai d'Orsay a découvert le télétravail pour la première fois de son histoire pendant ce confinement. Les agences régionales de santé ont dû adapter leur format de données pour échanger en temps réel sur les données des personnes hospitalisées. Et l'éducation nationale a dû organiser l'enseignement à distance avec pas mal de difficultés comprises. De son côté, le secteur privé n'a pas été épargné. Le CAC 40 a découvert la vétusté de ses infrastructures de cloud ou son incapacité à télétravailler. À cet égard, on a discuté pas mal avec des experts en cybersécurité qui nous ont assuré qu'il n'y avait pas une seule entreprise du CAC 40 qui était prête à faire télétravailler l'ensemble de ses salariés au début du confinement, début mars. Et les petits commerces, à une autre échelle, ont eu des difficultés à poursuivre leur activité parce qu'elles n'étaient pas encore nécessairement tous digitalisées, faute de moyens de paiement digitaux ou de sites Internet. Du coup, voilà, on voulait saisir avec vous l'occasion de ce FD Campus pour tirer les premiers renseignements de cette période. Et alors que les décideurs que vous êtes réfléchissent au monde d'après, il nous paraissait assez intéressant de voir quelles solutions on pouvait puiser dans les startups et plus largement comment on pouvait essayer de les accompagner sur le long terme. Je rappelle qu'en fait, les startups, c'est en 2020, enfin ça devait être en 2020 le premier créateur net d'emplois en France, que ce sont des emplois qui sont à 94% en CDI et en France, et que surtout les startups sont présentes sur tous les territoires, c'est-à-dire plus de 60% hors de l'Île-de-France. Du coup, quand on pense au soutien startup, c'est d'abord en fait soutien des PME et soutien de l'emploi. Et là, donc, je viens de citer quelques chiffres. On vous transmettra à l'issue de ce FD Campus nos données. Comme ça, il y aura une transparence totale sur les chiffres qu'on utilise. Petit spoiler, c'est souvent des études que réalise France Digital auprès de notre communauté. Et donc là, on vient de lancer la version 2020 d'un nouveau baromètre qui nous permet comme ça d'avoir des chiffres réguliers sur la data en termes d'emploi, de financement, etc. Du coup, je vous propose de commencer ce FD Campus en évoquant le sujet de la transformation numérique et on va accueillir Fabrizio Papatequera, qui est DG de l'Exbase, et Benoît Varin, que je dois faire entrer sur ce webinaire si j'y arrive. Et on va y arriver, c'est sûr. Du coup, je propose de commencer avec Fabrizio et après, on prendra Benoît. Et c'est formidable, Benoît apparaît comme par magie. Il faut juste que tu... voilà, super. Bonjour à tous et à toutes, bonjour messieurs et mesdames les députés, bonjour à Marianne et puis à toute l'équipe de France Digital. Génial, écoute, j'adore quand la technologie va dans mon sens. Du coup, en fait, je vous propose en fait de commencer avec le programme initial qui était celui d'abord de parler de transition numérique et de transition écologique avec Benoît. Toi, Benoît, tu as cofondé Recommerce, qui est une start-up du Next 40 qui est leader du reconditionnement. Tu es également président de Aircube, qui est la fédération du réemploi et de la réutilisation. J'imagine que si ça s'appelle Aircube, c'est qu'il y a un troisième R quelque part, c'est peut-être recyclage, je ne sais plus. Il nous paraissait intéressant de t'inviter aujourd'hui dans ce FD Campus parce que la crise sanitaire qu'on vient de vivre, qui est peut-être le prélude à d'autres crises sanitaires, écologiques, je ne veux pas être porteuse de mauvais présages, mais pour autant, on peut toujours imaginer que ça pourrait arriver. Du coup, cette crise qu'on vient de vivre et les réponses qui ont été apportées, qui étaient souvent digitales, à savoir télétravail, digitalisation des interactions, ces réponses ont démontré que la France et le monde plus généralement avaient besoin de répondre à deux défis. Ces défis, c'est ceux de la transition écologique et de la transition numérique. Avec une start-up comme Aircube, en fait, on peut voir justement que ça mêle les deux.
Du coup, qu'est-ce que vous faites chez Recommerce? Comment est-ce que, à ton sens, le numérique peut permettre à la transition écologique de se déployer? Et plus largement, comment est-ce que tu penses que les pouvoirs publics peuvent aider, toi, en tant que start-up qui influence des consommateurs, pour engager ces deux transitions numériques et écologiques? Oui, merci beaucoup, Marianne, donc, pour cette invitation et pour pouvoir prendre la parole sur le secteur du réemploi. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas aussi à intervenir sur le chat. C'est toujours plus sympa aussi d'avoir des petites questions, des réactions en live. Donc moi, je suis Benoît Varin, j'ai 39 ans, entrepreneur depuis 16 ans et effectivement un des dirigeants de Recommerce, un des cofondateurs de Recommerce. Qui est un des leaders du reconditionnement. Et je dirais même plus, la vision de Recommerce, c'est une vision qu'on a maturée sur quasiment une vingtaine d'années, quand j'étais surtout aussi étudiant et ingénieur en télécommunications, pour limiter l'impact des technologies sur l'environnement. Et surtout, ce qui nous rassemble d'ailleurs aujourd'hui, comment innover, comment utiliser les technologies pour limiter notre impact quotidien sur la planète et sur l'environnement. C'est vraiment moi, mes grands questionnements personnels. Et depuis 3 ans, comme tu l'as dit, Marianne, je suis élu par mes pairs comme président de la fédération donc de la réduction, du réemploi et de la réparation, et surtout et aussi pardon de la réutilisation, qui est la question de comment remettre sur le marché des produits qui ont pu prendre le statut de déchets, ce qui est beaucoup valable dans le bâtiment, par exemple, le troisième R. Le premier R étant beaucoup plus associé à l'éducation à l'environnement, au changement de comportement, et le deuxième R est beaucoup plus associé à l'industrialisation, à la réindustrialisation, on pourrait dire, des métiers qui est plus connu, les réparateurs, les métiers de réparateurs. Donc c'est vraiment cette fédération-là que je préside pour rassembler les énergies avec 3 grands objectifs. C'est fédérer, rassembler des énergies, des passionnés, des experts dans ce métier-là, dans ces métiers-là. Ça va de l'entrepreneur architecte passionné par le réemploi de bâtiments, le réemploi de l'ensemble des bâtiments, jusqu'à des grands industriels, la grande distribution, comme des acteurs comme Decathlon qui réfléchissent beaucoup à leur donner la seconde vie à certains équipements, ou des acteurs plus industriels dont je représente aussi, comme Recommerce, une ETI, et qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 87 collaborateurs. On est présent dans le Val-de-Marne, dans le 94, avec d'autres bureaux en Suisse, à Bruxelles, et puis à Grenoble, Bordeaux et Nantes. Voilà, pour vous dresser un petit peu, me présenter. Donc oui, on a parlé de la crise et ce qu'on a vécu et surtout ce qu'on va vivre quand même, que ce soit une crise sanitaire, mais aussi une crise écologique avec un réchauffement climatique, avec des risques importants que nos sociétés vont devoir gérer. On l'a vu déjà sur cette crise, cette mini-crise, on va dire, qui a duré quand même un moment, qui continue à subir. On a vu qu'il y avait beaucoup de besoins des ménages de s'équiper. Il y a certains chiffres qui disaient que voilà, il y avait plus de presque 1 million d'élèves qui manquaient de matériel informatique ou de moyens de connexion. Alors là, on parle que d'élèves, on parle même pas non plus des salariés, des grands-parents. On a équipé beaucoup de personnes âgées qui, pour rester en contact avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, sont équipés de smartphones pour pouvoir participer à des visio-conférences. Donc là, ça a été vraiment impactant. On sait qu'effectivement, il y a le chiffre qui revient, c'est 12% des ménages qui ne sont pas ou qui n'étaient pas équipés de matériel informatique, avec des différentes raisons qui sont souvent une question de culture, d'accès à la compétence, à cette capacité à maîtriser un outil technologique, au coût, souvent le frein est aussi financier, et puis les questions d'abonnement. Il y a des abonnements au débit, à Internet. L'enjeu justement du reconditionnement, c'est de rendre accessibles les équipements qui ne sont pas des équipements neufs et de permettre au plus grand nombre d'accéder à des équipements de qualité réparés avec surtout un impact écologique. C'est là où, depuis quelques années, nous, au sein de Recommerce, on réalise des études avec Kantar tous les ans, et on sait que le point le plus important maintenant, c'est la consommation responsable. Un Français sur 2 et 70% même des Français privilégient
des produits qui ont un impact écologique supérieur à un autre. Et ça, c'est vraiment un tournant, parce qu'on n'avait pas le cas il y a encore 3 ans, où souvent c'était le prix qui était plus important, la qualité. Maintenant, l'impact écologique arrive presque à égalité avec le prix et la qualité arrive après. Et ça, c'est un vrai changement. Donc ça, c'est vraiment un changement total de société qu'on vit. Là, on a entre guillemets cette malchance ou cette occasion de subir cette crise et ces crises, puisqu'en fait, on a bien conscience et qu'on va vivre d'autres crises potentiellement même plus importantes. Il faut qu'on arrive à recréer une économie résiliente, une économie où on est moins dépendant des flux internationaux, moins dépendant de flux logistiques et relocaliser une partie de l'économie. Et ça, le secteur de l'occasion, le secteur du réemploi et le secteur de l'artisanat, même quelque part, de manière plus générale, c'est une formidable opportunité pour créer une économie résiliente et revenir à ces fondamentaux qui étaient une économie basée sur de l'échange de biens et de services dans des communautés qui pouvaient justement s'auto-alimenter. Et donc, cette transition écologique, l'avantage, c'est qu'elle peut passer par les outils numériques pour faciliter l'accès. Et on l'a vu pendant la crise, les outils numériques, la vente en ligne a explosé. La plupart des membres de la fédération Aircube qui avaient des sites internet de vente en ligne, qui avaient des stocks, ont connu des croissances à 2 chiffres, plus de 30%. En termes d'expédition, tout le monde était sur le pont. Il y a eu pas mal d'acteurs qui ont travaillé, même des fois, qui ont fait les 3-8 pour arriver à réparer plus de produits, pour expédier. Donc, il y a même eu des mobilisations fortes dans le textile aussi pour fournir des masques à partir de tissus réemployés. Donc, voilà, ça c'est le contexte de ce qu'on a vécu. On le vit encore, encore en ce moment. On a beaucoup d'acteurs du coup qui ont pris l'habitude d'acheter des produits d'occasion. Maintenant, à ta question, Marianne, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour améliorer notre société? D'abord, faire connaître le secteur de la réparation et de favoriser la réparation ou l'achat de produits réparés à l'achat de produits neufs venant de l'autre bout de la planète. Pour ça, il faut favoriser l'achat de ces produits-là et des prix plus attractifs. La TVA, par exemple, la TVA à taux réduit, est une manière de valoriser des produits à externalité positive pour l'environnement, pour le social et pour la création de valeur locale. Donc, on appelle de nos voeux à aller vers des taux de TVA réduits, que ce soit comme l'Allemagne l'a décidé là cette semaine. C'est temporaire, 16% sur tous les biens et services, donc que ce soit importé ou réparé. Nous, on privilégierait le fait de valoriser des produits à valeur positive, à impact positif, mais en tout cas déjà de réduire le montant de TVA sur certains services et produits pourrait en donner de la latitude. On appelle aussi de nos voeux à valoriser, comme dans l'agriculture biologique, les offres d'acteurs qui vendent des produits de qualité avec un label. On aimerait favoriser la labellisation des produits reconditionnés. On a besoin aussi de favoriser des montages fiscaux via des crédits d'impôt, que ce soit avec des chèques emploi-réparation pour permettre des crédits d'impôt sur le revenu et créer comme ça a été fait sur le vélo, par exemple, là, sur la réparation de vélos, le chèque a permis à beaucoup de Français de réparer des vélos, même si on est encore qu'au début. Et nous, on aurait incité, on avait beaucoup pris la parole à ce niveau-là il y a déjà 4-5 ans pour dire à l'État français, vous pouvez réduire la TVA sur la réparation de vélos et passer à une TVA à 5,5 comme la Suède l'a fait. On a loupé ce rendez-vous avec l'histoire au moment de la loi économie circulaire, mais on espère que dans le futur, avec d'autres lois, la loi de finances, peut-être le plan de relance, on puisse se donner les moyens d'avoir une fiscalité écologique, une fiscalité à impact positif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Ouais, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dans le cadre du chat. On va les prendre après, à la fin de chaque panel. Juste pour ma compréhension, merci Benoît. Le secteur de la réparation
cette question est peut-être une colle, mais ça représente combien d'emplois à peu près en France? Alors, le secteur, de manière générale, ce qu'on appelle plutôt l'occasion, Ok. est estimé à plus de 100 000 emplois. Le problème, et on le voit dans la loi économie circulaire, on n'a pas d'observatoire. Le secteur est multi-secteur, en fait. On va retrouver des acteurs dans le bâtiment, on va retrouver des secteurs dans l'automobile, on va retrouver tous les grands secteurs sont concernés, sans parler du B2B. Il y a énormément d'acteurs B2B qui vont réparer des grands équipements. C'est souvent le plus connu avec la fameuse Xerox qui est plus vendue, mais qui est louée avec un entretien par des réparateurs. Et en fait, on n'a pas d'observatoire. C'est un des problèmes. Dans la loi économie circulaire, va normalement être créé des observatoires. Un observatoire, on espère avoir plusieurs, au moins un observatoire du réemploi de toute filière. C'est un des enjeux, mais on sait que c'est dans l'économie actuelle un des points qu'il faut qu'on développe beaucoup plus et arrêter d'acheter du neuf, de consommer et de détruire des produits qui peuvent être réparés. Merci beaucoup. C'est très clair. Je souhaitais parler avec vous maintenant de cybersécurité, parce qu'un autre constat de la crise, c'est celui du recours massif aux outils digitaux des entreprises, des collectivités, des administrations, mais souvent au mépris le plus total des règles basiques de cybersécurité. Donc voilà, en l'espace d'un week-end, on a des entreprises qui sont passées au 100% digital, qui ont utilisé le cloud, le VPN, qui ont mis en place des outils de travail à distance. Mais concrètement, on constate que, et ça revient d'un échange avec le DG de cybermalveillance.gouv.fr, on a eu plus de 400% de tentatives d'hameçonnage enregistrées en France, la première semaine du confinement uniquement. Et les règles basiques de cybersécurité ont souvent été oubliées, voire retardées, parce que tout simplement, il y avait une priorité qui était celui de la continuation de l'activité. Et après, on se posait la question des éventuelles fuites d'informations ou du hacking d'identifiants pour les entreprises qui étaient les moins vigilantes. Donc, dans ce cadre-là, on peut se poser la question de comment faire pour à la fois équiper les PME, les TPE, les collectivités d'outils digitaux qui soient conformes aux normes de cybersécurité. Et nous, on voit que le sujet de la cybersécurité et les enjeux sont complexes. C'est que d'une part, on a besoin d'équiper massivement et d'autre part, on veut des solutions qui conviennent aux enjeux de sécurité. Et de ce point de vue-là, on a deux choses qui se distinguent. C'est à la fois les OIV, qui sont les organismes d'importance vitale, et les OSE. Les OSE, de mémoire, je crois que c'est l'équivalent des OIV, mais pour le secteur économique. Donc les organismes, en gros, d'importance économique. C'est pas le bon terme. Et si quelqu'un peut nous éclairer sur le chat sur ce que veut dire exactement OSE, je suis preneuse. En tout cas, le sujet, c'est que les OSE, c'est des sortes de secteurs chefs de file sur le sujet de la services essentiels. Génial. Merci beaucoup, Frédéric. Et donc, l'idée, c'est que en discutant avec différents acteurs de la cybersécurité qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui parce que tout simplement, ils sont juste submergés de travail, on est parvenu à différentes solutions pour justement à la fois équiper massivement les collectivités, les PME, les TPE et plus généralement les entreprises, et d'une part déployer des solutions de cyber qui étaient en attente avec les standards attendus. D'abord, un moyen d'intensifier le déploiement des solutions cyber, c'est de faire un peu comme Airbus l'a fait auprès de l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est d'identifier des chefs de file. Et en identifiant ces chefs de file, justement dans ces services essentiels, on peut, l'entreprise qui va être désignée chef de file va établir des normes de cybersécurité et les imposer à ses sous-traitants et ses fournisseurs, de telle manière que l'ensemble de la chaîne de valeur derrière est compliant avec avec ces enjeux de cybersécurité et ils partagent les mêmes normes. Aujourd'hui, c'est possible. C'était l'objet de la loi de programmation militaire. Mais ce que nous, on appelle au sein de France Digital et plus généralement ce à quoi appelle l'ensemble des PME, c'est justement d'accélérer
sur le déploiement de ces OSE pour qu'il y ait de nombreux secteurs qui soient concernés. Il y a des secteurs qui sont effectivement d'importance vitale et qui sont notamment la santé, la défense, etc. Mais il y a des secteurs que sont, par exemple, l'éducation ou la finance ou la mobilité qui, eux, sont pas nécessairement dans le scope de l'importance vitale et pour autant ont besoin d'être hyper cybersécurisés. Un autre moyen d'accélérer l'équipement et de faire adopter des normes de cybersécurité, c'est tout simplement d'accélérer les incentives. Les incentives, je pense par là à des crédits d'impôt, notamment pour des crédits d'impôt type dépenses de cybersécurité. En fait, je pense qu'il faut bien réfléchir à une chose, et au sein de France Digital, on est tout à fait conscient, c'est qu'on ne peut pas demander à l'État de prévoir des crédits d'impôt pour tout, d'ouvrir les vannes de la dépense publique pour tout. Et c'est pour ça que, dans le cadre du premier sujet que j'évoquais, qui était celui des OSE et des chefs de file, et en gros, dans un mauvais français, de empower les entreprises à développer des normes de cybersécurité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, l'avantage de tout ça, c'est qu'en fait, on dit aux entreprises, saisissez-vous vous-même de votre sujet et adoptez ces normes de cybersécurité. Faisons en sorte que les grands groupes qui ont la capacité de passer des marchés publics, ou plutôt des marchés privés qui réalisent des appels d'offres avec des sous-traiteurs, des fournisseurs, faisons en sorte que ces grands groupes établissent ces normes de sécurité et fassent adopter ces normes à des entreprises qui, elles, ont potentiellement moins d'argent pour adopter telle ou telle norme, faire le benchmark, etc. Et surtout, peut-être réduisons le coût des appels d'offres privés pour intégrer ces normes de cybersécurité. Et là-dessus, on n'est pas en train de demander au pouvoir public de l'argent. Après, évidemment, une fois que j'ai dit ça, peut-être que pour les TPE, pour les PME qui partent de rien et qui ne traitent pas nécessairement avec des grands groupes, peut-être que ces PME-là vont avoir besoin de coups de pouce. Et c'est pour ça qu'on appelle à la création éventuelle d'un crédit d'impôt sur les dépenses de cybersécurité, c'est de faire en sorte que pour tout ce qui est équipement de sécuriser, formation aux cyberattaques, cyberassurance, les entreprises puissent adopter ces normes de cybersécurité. Il y a un grand débat, et dans le cadre de toute notre consultation de nos différents membres au sein de France Digital, il y a eu un débat sur faut-il que les solutions adoptées soient des solutions de cybersécurité françaises ou labellisées ANSSI. Donc labellisées ANSSI, ça veut dire avoir reçu le label de l'ANSSI ou le label CSPN. En fait, c'est un débat qui est assez complexe et qui, à mon sens, dépend du scope. C'est-à-dire que pour l'importance vitale, enfin c'est pas à mon sens, c'est au sens des acteurs de France Digital, je ne fais que reporter cette parole-là, tout dépend du scope. Le scope, c'est si on est d'importance vitale, alors oui, une solution française à certains égards peut avoir son sens, ou une solution labellisée ANSSI, qui n'est pas nécessairement française, mais qui est labellisée par une agence française de la cybersécurité, et de la sécurité, peut-être que cette solution-là peut avoir un intérêt. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que privilégions quand même le travail qui est fait par l'ANSSI et par les agences ou les labels CSPN pour éventuellement donner un incentive supplémentaire à ces solutions-là qui sont passées par la vérification d'experts. Et c'est rigolo, quand on voit la justice et la continuation de la justice dans le cadre du confinement, on voit que même s'il y a eu quelques défauts sur l'utilisation de la visio dans le cadre des jugements, etc., on a vu qu'il y a eu quelques loupés qui ont fortement immobilisé les services publics de la justice. On remarque que certains tribunaux, notamment le tribunal de commerce de Paris, a utilisé la solution Tixeo. C'est une start-up montpelliéraine
qui propose de la visio et c'est une solution labellisée ANSSI. Donc, pour toutes vos prochaines visio, je vous propose d'utiliser Tixeo parce que c'est une solution souveraine et par ailleurs labellisée ANSSI. Enfin, côté collectivité, effectivement, elles ont eu pas mal de difficultés à se lancer dans les enjeux enfin, voilà, le télétravail a été complexe, il n'y avait pas forcément de VPN qui était mis en place. Et en fait, ce dont ont besoin les collectivités, c'est de solutions cloud qui sont efficaces pour elles et qui intègrent dans le cloud des solutions de cybersécurité. Et de ce point de vue-là, on a des solutions de cloud par abonnement qui existent. Le seul frein pour les collectivités, c'est un frein de finances publiques. Et notamment, en fait, elles ont besoin de pouvoir faire passer ces solutions de cloud en dépenses d'investissement plutôt qu'en dépenses d'équipement. Parce que comme ça, ces collectivités peuvent... c'est un jeu de finances publiques, mais en fait, elles peuvent absorber le coût plus facilement. Et de fait, on pourrait essayer de digitaliser davantage nos collectivités. Je passe maintenant à un autre sujet qui est celui plus généralement des priorités technologiques. Et avec cela, on est avec Fabrizio Papatequera, qui est DG de Lexbase. Fabrizio, vous êtes une start-up de la Legal Tech. Oui, attends, il y avait Benoît qui avait d'intervenir. Non, je voulais juste saluer tout le monde et dire que je vais quitter la conférence à 9h30, comme on avait un peu prévu. Mais la sécurité des données est extrêmement importante et c'est un vrai sujet chez nous aussi sur le reconditionnement d'équipements électroniques. Il y a des vrais besoins encore de rassurer les collectivités, les acheteurs sur la manière de gérer la fin de vie des produits, enfin la nouvelle vie et la destruction des données. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et on est très vigilant à être certifié sur des certifications qui permettent, qui existent déjà parce que tout n'existe pas encore et je rejoins complètement le propos d'arriver à développer beaucoup plus de certifications de gestion des données. Et on est encore qu'au début. Mais voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je voulais vous inviter tout le monde demain à un colloque de 10h à midi sur le réemploi, organisé par la fédération pour ceux qui veulent. Mais Marianne vous transmettra les informations. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup, Fabrizio, on continue sur les priorités technologiques et plus largement le rôle de la France sur les différents investissements d'avenir que la France peut targeter. Toi, tu es DG de Lexbase, vous êtes une start-up de la Legal Tech. Les participants à ce FD Campus ont déjà eu l'occasion de discuter avec quelques Legal Tech. Vous avez intégré une solution d'IA et vous appelez plutôt à l'ouverture des données, alors que on voit que la crise a un peu fait parler du Health Data Hub et plus largement du sujet de l'échange des données. Comment est-ce que toi, tu vois le rôle de la France dans l'IA et plus largement dans la data et alors que on va se poser la question des différentes priorités du prochain programme d'investissement d'avenir, toi, à ton avis, qu'est-ce qui devrait être la priorité ? Bonjour Marianne, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc en effet, je suis Fabrizio, un des dirigeants de Lexbase, qui est un éditeur juridique et une legal tech, qui a pour mission de rendre le droit accessible et intelligible. Et dans accessibilité, en fait, il y a en effet toutes les problématiques d'open data. Alors déjà, pour savoir quelles sont les priorités technologiques et quel rôle devrait avoir la France pour la transformation numérique, j'aimerais rebondir sur certains propos improductifs que tu as donnés en début d'intervention, Marianne, à savoir qu'on va partir d'un premier constat, c'est que pendant la période du confinement, quasiment tout le monde, particuliers et professionnels, ont adopté des solutions numériques de façon massive. Alors c'est une tendance réelle, probablement durable et probablement exponentielle également. Or, en fait, comme tu le disais, ces solutions adoptées sont souvent le fruit d'innovations de géants numériques américains ou chinois, voilà, pour ne pas les citer. Et je vais prendre quelques exemples. Alors, je vais commencer par l'exemple le plus évident, la visioconférence, ce qu'on fait aujourd'hui, ces outils qui s'invitent dans vos salons. Et en effet, Marianne a eu raison de citer l'acteur français Tixeo, mais on voit bien que dans les usages aujourd'hui, ce sont les Microsoft Teams, les Google Meet, les Zoom, etc., qui sont prévalents. Parce qu'en fait, l'innovation, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est associé au terme de la créativité en général, mais c'est très fortement associé au terme de la compétitivité. Et dans la
compétitivité, il y a le marketing et la distribution, ce qui fait que ces solutions françaises comme Tixéo peuvent être plus confidentielles et même si elles ont les mêmes aspects technologiques, sont plus difficilement adoptées massivement. Au niveau, autre exemple dont on a déjà parlé, le cloud computing. Donc le cloud computing, c'est l'idée de mettre ces données non pas sur un serveur local, mais sur un serveur à distance via Internet. Et en fait, le point très important, c'est que ça permet d'utiliser énormément de machines en même temps et de multiplier la puissance de calcul. Donc ça, c'est clé pour faire de l'intelligence artificielle. Or, en fait, là encore, on peut voir que le cloud computing sont dominés par des acteurs comme Microsoft Azure, Amazon, donc pas forcément des acteurs français. Alors, ce que je vais faire tout au long de ma présentation, c'est vous donner des exemples d'entrepreneurs, c'est-à-dire des exemples personnels de mon secteur d'activité, c'est-à-dire l'IA ou l'innovation en général appliquée à la justice. Alors, si je prends par exemple le cloud computing, nous, on a une problématique, éditeur juridique et legal tech, qui est de diffuser les décisions de justice. Or, dans les décisions de justice, il y a des données personnelles. Donc, avant de les diffuser au grand public, il faut occulter ces données personnelles. Donc, nous, depuis des années, on constitue des stocks de décisions de justice, qu'on peut appeler des stocks bruts, où ces données personnelles sont présentes. Donc, ces stocks bruts de décisions de justice, on va les stocker dans un acteur du cloud français pour faire toutes les opérations d'occultation de ces données. Et une fois qu'elles sont anonymisées, je vais les distribuer. Mais au moment de la distribution, moi j'ai des problématiques de scalabilité, c'est-à-dire d'augmentation de serveurs, de puissance, de temps de réponse, etc. Et c'est dans ce cas de figure que je vais souvent être contraint de repasser chez des acteurs non français en l'occurrence, qui m'offriront ces performances. Donc même s'ils sont basés en Europe ou en France, il y a des problèmes de confidentialité des données personnelles au départ sur les données brutes, et c'est pour ça que je passe par un cloud français au départ et que par la suite je change. Or en fait, c'est un peu ce que disait Benoît tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui les gens sont prêts à payer pour une plus-value écologique et ils sont prêts à payer aussi pour une plus-value de relocalisation. Et dans les données personnelles, c'est clé. Et nous, par exemple, on est un acteur, on serait tout à fait volontaire à utiliser un cloud français sur toute notre chaîne de production et de diffusion. Donc, je peux prendre de nombreux exemples comme ça sur les terres rares, la 5G, les imprimantes 3D, la cybersécurité dont parlait Marianne, où on voit la prédominance d'acteurs nord-américains notamment. Et donc là, on voit déjà que la souveraineté technologique rime avec souveraineté économique. Mais pas que. Et je vais continuer sur les exemples des décisions de justice. Donc nous, on a des technologies d'anonymisation. Alors ça peut être des technologies classiques d'informatique, type des regex, ou des technologies plus modernes comme l'IA, l'intelligence artificielle. Maintenant, si je fais tourner un algorithme qui n'est pas performant et que les données personnelles peuvent être réidentifiables, ça pose un problème, puisqu'une fois que les décisions de justice sont diffusées massivement et accessibles par d'autres acteurs étatiques ou privés, si on peut reconstruire les données personnelles, ça pose un problème des données personnelles de l'ensemble des justiciables français. Et à partir de là, on voit bien que la souveraineté technologique pose aussi un problème de souveraineté institutionnelle. Je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement, toujours avec mon exemple de la justice. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, la justice nord-américaine est très différente de la justice française. Je vais prendre quelques exemples. Aux États-Unis, lorsqu'on commet certains crimes, on peut transiger avec la victime, quand bien même ça relève du secteur pénal. Aux États-Unis, on peut déshériter ses enfants. Donc ça, c'est des exemples qui, en général, nous choquent culturellement. Or, en fait, un algorithme, il est là pour analyser la décision de justice, le texte de loi. Si ces algorithmes sont créés sur des bases culturelles, par exemple nord-américaines, ils vont donner une prévalence à la décision de justice, par exemple. Or, en fait, le droit français est basé sur le syllogisme et sur le texte de loi, à savoir le texte législatif. Donc, il ne faut pas que l'algorithme donne la même prévalence au texte de loi qu'à la jurisprudence. Ensuite, une fois qu'on entraîne les algorithmes, on va les entraîner sur des bases. Et ces bases, elles vont influencer les premières tendances des algorithmes. Si ces algorithmes sont déjà entraînés sur des décisions de justice nord-américaines, par exemple, elles ne retranscriront pas forcément notre aspect culturel français. Donc c'est là qu'on voit que la souveraineté technologique, elle peut rimer aussi avec la souveraineté culturelle. Alors une fois qu'on a dit ça, on va voir ce qu'on peut faire ensemble.
Globalement, le fonctionnement de France Digital, c'est de réunir ses membres, de faire des grandes concertations et qu'il en sorte des propositions pratiques. Alors, je vais axer ma présentation sur 2 grands axes de propositions. Donc d'abord, le premier investissement d'avenir, ça serait de promouvoir la transition numérique des TPE et des PME. Aujourd'hui, avec le Covid, l'État français va soutenir, et c'est très bien, beaucoup d'entreprises françaises, et notamment les TPE, les PME. Si on soutenait ces TPE et ces PME en conditionnant l'aide publique par une digitalisation de l'entreprise, ça serait un plus pour l'ensemble de l'économie. Et alors, par exemple, très concrètement, ça serait conditionner cette aide publique par l'adoption de l'entreprise bénéficiaire, par exemple, d'un accord d'entreprise permettant le travail à 100% sur la base du volontariat, et qu'en tout cas ce soit possible, d'augmenter les dépenses liées à des acquisitions de nouvelles solutions numériques, et notamment des solutions numériques de start-up et de PME françaises, et notamment d'augmenter également les formations digitales. Alors là, on voit bien qu'on est passé par une période d'activité partielle très importante, et cette activité partielle, elle aurait pu être utilisée, et elle l'a été par certains acteurs, pour former les professionnels à des outils digitaux par des outils digitaux. Donc ça, c'est un autre axe clé. Ensuite, deuxième investissement d'avenir, c'est favoriser l'IA et le partage des données. Alors, pour favoriser l'IA, on peut tout d'abord promouvoir l'émergence et la rétention de talents. Alors, pour ça, il y a quelque chose qu'on peut faire très concrètement quand on est un acteur politique, c'est favoriser la formation de 100% des élèves européens aux bases du code informatique, à ce qu'est l'IA, à ce qu'est la cybersécurité pour former les talents de demain. Ensuite, sur le partage des données, donc par le partage des données, j'entends les partages de données entre entreprises privées, entre acteurs publics, entre entreprises privées et acteurs publics, bref, tous les cas de figure sont envisageables. Alors tout d'abord, il y a un prochain plan d'investissement d'avenir qui va être adopté, et l'idéal, ça serait qu'il propose 130 millions d'euros pour créer 10 plateformes d'échange de données sécurisées et souveraines. Ça pourrait être dans la justice, dans la santé ou dans tout autre secteur. Et aussi, il faut inciter les startups et les PME françaises à partager et acquérir des données pour qu'il y ait un cercle vertueux économique autour de ces données. Et alors, par expérience, quand je parle à des acteurs publics, moi en tant qu'acteur privé, d'ouverture de données, leur réflexe, c'est de dire « oui, mais les acteurs privés veulent s'octroyer les données des acteurs publics ». Alors, c'est une des réalités, mais quand on dit partage, le partage, il est réciproque et il est dans plusieurs sens. Je vais vous donner des exemples, encore une fois, sur le domaine de la justice. Je reviens sur les décisions de justice. Évidemment, les décisions de justice sont émises par les tribunaux. Donc, la donnée vient de l'acteur public. Ces décisions de justice, après, nous, acteurs privés, on peut les retravailler, les enrichir de métadonnées. Comment ? En les anonymisant, en reconstituant une chaîne du contentieux, c'est-à-dire mettre décision de première instance, deuxième instance, Cour suprême, etc. Et ces données, on peut les restituer à l'acteur public. Donc on part de données publiques, on les enrichit de façon privée, on les restitue aux acteurs publics. Deuxième point, on peut également fournir des données à l'acteur public. Je vais prendre un exemple très concret. Nous, on a des bases de données et qui sont utilisées par à peu près 110 barreaux en France. Donc, c'est les barreaux qui achètent nos solutions et tous les avocats les utilisent. Et si on compile nos données avec celles des autres éditeurs juridiques et des legal tech, on peut suivre très bien quels sont les barreaux qui ont été très fortement impactés par le confinement, qui n'ont presque pas eu d'activité, et ceux qui en ont eu. Moi, si je donne ces données anonymisées aux acteurs publics pour savoir quels sont les barreaux qui ont totalement arrêté leurs activités, l'acteur public peut en temps réel définir des politiques de financement et d'aide beaucoup plus efficaces en termes géographiques selon les barreaux les plus touchés par rapport aux autres. Et enfin, dernier point, mais on en a déjà parlé, c'est avoir un cloud européen avec le cloud Gaia X. Voilà, en tout cas, la transformation économique, au même titre que la transformation écologique, doit être un pilier de la relance. Merci beaucoup Fabrizio, c'est hyper clair effectivement. Effectivement, enfin ce sont des investissements et c'est plutôt la voie de l'écosystème qui nous a appelé à aborder ce sujet et notamment les constats qu'on a fait. Merci beaucoup Fabrizio.